pour terminer en fait le cours sur la technique. Alors, je vous ai mis des vidéos sur le Grand 2. Bon, c'est un peu long, hein, il y a beaucoup de contenu. Faut pas, je vois que les vues baissent un peu sur le compteur YouTube. Vous savez, c'est un cours, hein. C'est vraiment un cours, donc c'est pas un petit spot flash de 5 minutes, quoi. Il y a du contenu, c'est un peu long. Bon, c'est comme ça, on continue l'école, hein. Et il faut s'armer de courage, même si parfois on préfère aller courir les bois, ce que je comprends. Bon, alors. Là, on était dans la troisième partie. Hier, dans les vidéos que j'ai postées, on a terminé, voilà, le développement de la technique est-il une fatalité? Et à présent, eh bien, on va travailler la troisième partie sur faut-il respecter la nature en elle-même? Alors, je, voilà, je bascule sur le plan de cours qui est ici. Euh, alors, interroger sur le sens du respect de la nature. Parce que on a pas mal parlé de la, du fait que la technique n'a pas forcément une vocation à détruire la nature, que la technique peut-être contribuer à réparer la nature, effectivement. Est-ce que maintenant, quelle nature? Est-ce qu'il faut restituer la nature? Est-ce que ça a un sens de vouloir faire cela? En fait, est-ce que il n'y a pas un mythe derrière cette histoire de retour à la nature? Euh, je crois que c'est un peu le thème du film Into the Wild de Sean Penn, dont j'avais dit quelques mots dans l'introduction. Alors, si tout le monde se souvient bien, donc c'est cette histoire qui raconte les expériences d'un jeune homme qui a votre âge et qui décide de retourner à la nature, de faire un retour à la nature. Et en fait, bon, au début, c'est pas vraiment le retour à la nature, il va plutôt voir des fermiers. Après, il va voir des hippies, et puis après, il va s'aventurer de plus en plus loin jusqu'à tâcher de faire donc un retour à la nature proprement dit, qui s'avère en fait catastrophique. Et je vous avais parlé de cette scène où, enfin, c'est tout à fait trivial, il mange une pomme, quoi, bon, qu'il a cueillie sur un arbre, et puis je vous faisais la réflexion que des belles pommes toutes rondes, bien luisantes, bien charnues, etc., on n'en trouve pas dans la nature, on n'en trouve pas des comme ça, quoi. Et qu'en fait, il y a une sorte de naïveté à croire que la nature peut nous donner des fruits tout beaux, tout ruisselants, voilà, qui ne demandent plus qu'à être mangés. Alors, en fait, je crois que c'est un film qui parle de ça, qui parle de la naïveté du retour à la nature. Hein, on peut le lire comme un enthousiasmant voyage vers la nature pour retrouver la vérité. Bon, en fait, moi, je crois que c'est plutôt un film sur le désenchantement, et d'ailleurs, ça se finit pas très très bien quand même. Hein, et d'ailleurs, il ne peut pas totalement s'émanciper de la civilisation. Hein, donc, voilà, la nature intacte, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un but en soi? D'ailleurs, en fait, est-ce que la nature est vraiment si naturelle? C'est-à-dire que, après tout, ce que nous appelons nature est aussi, en partie, en grande partie, le résultat du travail humain, le résultat de l'élevage, etc. Alors, bon, si on parle des fruits, des légumes, c'est évident, quand on parle des pommes, comme je le faisais à l'instant, mais en fait, toute notre alimentation est basée, en fait, sur la sélection de multitudes d'espèces, le croisement d'espèces, etc. Je crois que nous avions parler, non pas encore, mais du coup je le fais maintenant, des espèces que nous devons à la patience et au génie en fait des Sud-Américains, c'est-à-dire bah, toutes ces espèces dont on se nourrit, la tomate, pomme de terre, ananas, manioc, enfin, manioc peut-être moins courant en Europe, mais toutes ces variétés en fait qui ont été rapportées, carottes, du Nouveau Monde à partir du XVIe, XVIIe siècle en Europe. Ces variétés correspondent le plus souvent à des souches naturelles qui ne sont pas comestibles. Et c'est le cas notamment de la pomme de terre. La pomme de terre est tirée d'un tubercule en fait qui à l'état sauvage est toxique. Si je me trompe pas d'ailleurs, c'est une des raisons un peu de certaines mésaventures justement du héros du film de Sean Penn, hein,
Et en fait, il en va ainsi de toutes les espèces. Les espèces qui poussent dans la nature ne sont pas comme telles, enfin, soit ne sont pas comestibles, soit ne sont pas nourrissantes. Enfin, je veux dire, si vous voulez survivre uniquement du fruit de votre cueillette, eh ben, vous mangerez des mûres, des myrtilles, des framboises et de la mâche sauvage. Et vous voyez, c'est pas ultra nourrissant en fait. On a besoin de sources d'énergie qui soient plus riches que les aliments naturels, finalement, que ce qu'on trouve dans la nature. Et en fait, on peut même tenir le même raisonnement sur les animaux que nous qualifions de naturels. Hein. J'en avais un petit peu parlé dans l'introduction, mais finalement, les animaux qui sont dans notre assiette, bon, on va dire, c'est pas totalement des animaux naturels. Oui, c'est exact, parce que en fait, les animaux dont nous nous nourrissons euh, ont été, enfin, non pas créés, mais disons produits par l'élevage humain, par des générations et des générations d'éleveurs hein, qui ont sélectionné des espèces qui présentaient voilà, des caractéristiques intéressantes pour notre alimentation. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, les animaux dont nous nourrissons ne peuvent pas survivre dans la nature, ne sont pas faits pour cela. Ils peuvent survivre dans un environnement humain s'ils sont protégés, soignés, etc. Mais c'est pas vous voyez, la bête sauvage, c'est quand même un peu un mythe en fait. Hein. Je veux dire que voilà, vous prenez je sais pas moi, les poules, poulets, enfin les animaux de la basse-cour en général, en fait, sont pas vraiment faits pour survivre comme tels dans la nature. Hein, à quelques exceptions près. Alors, on avait cité le cas des lapins qui ont complètement envahi et dévasté l'Australie. Bon, oui, d'accord, d'accord, mais je dis pas que euh, aucun animal ne peut survivre comme tel dans la nature, mais disons, voilà, les cochons qu'on mange, les porcs qu'on mange, c'est pas des animaux qui peuvent survivre dans la nature. Si vous allez vous promener en Corse et que vous voyez des cochons sauvages, ils ressemblent pas du tout aux cochons qui sont dans les élevages près de chez nous, en Aveyron, ça n'a rien à voir. Hein. Et de la même façon, si vous dites, bah, après tout, dans les alpages, dans les Pyrénées, l'été, on voit plein d'animaux qui sont là, en fait, pendant tout l'été. Je sais pas, par exemple, des vaches, des chevaux, des moutons. Bon, en fait, c'est des animaux qui sont quand même entourés de soins, qui ne sont pas laissés comme ça à eux-mêmes. Hein. Il y a un berger qui passe, il y a surtout le patou, il y a surtout voilà, toute une garde à faire autour de ces animaux-là pour pas qu'ils soient. Et puis surtout, bon, de toute façon, on a exterminé les prédateurs supérieurs, enfin par nous, donc ça simplifie un peu la problématique. Mais les chevaux sont en fait des bêtes qui sont trop fragiles pour suivre la nature. Ceux que vous verrez aux alpages, c'est pas du tout des chevaux que l'on peut monter. Hein. Ce sont des chevaux à viande, des races à viande. Euh, les chevaux que l'on peut monter, en fait, sont tirés, sont issus. Alors, il y a eu un débat entre scientifiques et qui évolue. Hein. On a longtemps cru qu'il y avait deux souches, le tarpan et le cheval de Przewalski. Alors, je vous avais dit une bêtise. Le tarpan ne vient pas de Mongolie, comme je l'avais cru. Moi, j'aime bien l'idée du tarpan de Mongolie, mais non, non, c'est une erreur. Le tarpan, c'est un animal qui vivait jusqu'au 19e siècle, peut-être même jusqu'au 20e siècle en Europe, en Pologne, en Ukraine. Et par contre, le cheval de Przewalski, qui porte un nom polonais, lui, vit en Mongolie. Voilà, donc c'est l'inverse de ce qu'on pourrait, ce que j'avais dit, ce qu'on pourrait imaginer. Alors, regardez, en fait, le tarpan, bon, c'est sûr, c'est deux animaux qui ressemblent beaucoup au cheval. Oui, il y a une querelle chez les savants pour savoir si, en fait, le cheval de Przewalski est un cheval domestique qui s'est échappé et qui s'est ensauvagé, ou si c'est l'ancêtre du cheval domestique. Bon, après, là, ça dépasse mes compétences, je ne peux pas prétendre avoir quelque chose à dire là-dessus. Bon, il semble apparemment que le tarpan serait un meilleur candidat que le cheval de Przewalski. Donc le tarpan serait l'ancêtre du cheval domestique et du cheval de Przewalski. Bon, peut-être que dans 5 ans, on dira le contraire. En tout cas, ce sont deux espèces qui sont, voilà, qui sont évidemment très très proches du cheval domestique, mais qui sont légèrement différentes. Alors si on prend notre candidat aujourd'hui est le tarpan. Ça, c'est le dessin qu'on trouve sur Wikipédia si vous tapez tarpan. Pareil pour Przewalski. Bon, il est légèrement différent, il a un museau différent, surtout ce sont de très petits chevaux, il faut 1m30
au garrot. Donc c'est vraiment très petit. Ils ont une morphologie, celui-ci qui ressemble plus au poney et celui-ci bon, qui ressemble davantage au cheval. Mais quand même différente, il est assez haut sur pattes. Bon, ce sont des chevaux qui sont différents, qui ont peut-être alors été capturés. Voici, alors je crois qu'on date à 6000 ans, il y a 6000 ans, la domestication du cheval. Donc ce sont des 5500 ans. Ce sont des animaux qui ont dû être capturés. Puis en fait après, vous voyez, c'est le processus que Darwin analyse, c'est-à-dire que quand il y a une portée, il y a différents individus qui présentent des caractéristiques différentes, certaines qui sont intéressantes pour l'usage de l'homme et certaines qui sont moins intéressantes pour l'usage humain. Donc par exemple certains qui seront, je sais pas, un petit peu plus dociles, certains qui sont un petit peu plus costauds, etc. Et en fait les éleveurs vont naturellement en fait sélectionner, que ce soit conscient ou pas d'ailleurs, les animaux qui leur sont le plus utiles. Hein. Et donc, en fait, au fur et à mesure, on va progressivement isoler des caractères et renforcer finalement des espèces qui, du coup, vont évoluer en fait à travers le temps. Alors, ce qui est étonnant, c'est que oui, cette théorie de l'évolution des espèces, que je commande Darwin ici, hein, Darwin l'a conçue en analysant ce qui se passe dans les élevages. C'est-à-dire qu'en fait, notre modèle contemporain de compréhension de la nature a été mis au point à l'exemple de ce qui se passait dans les élevages humains. C'est-à-dire qu'en fait, la nature, voilà, la nature, c'est pas quelque chose qu'on doit opposer terme à terme aux techniques humaines, au travail humain et notamment à l'élevage. Donc en fait, alors oui, récemment, il y a des chercheurs russes qui se sont demandé, mais est-ce que ça, combien de temps ça dure en fait, si vous voulez, le processus pour, je sais pas, prendre un loup et en faire un chien, hein, combien de générations il faut, ou prendre un tarpan pour en faire un cheval. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait assez vite, que finalement, il n'y a pas besoin de tant de générations que cela pour transformer un loup en chien. C'est-à-dire, quand on fait vivre des loups avec les hommes, et que en fait on sélectionne des certaines races de loups qui peuvent être un peu domestiquées, naturellement les éleveurs vont accorder leur préférence aux animaux qui sont les plus utiles, donc qui sont les plus dociles, hein, qui écoutent, qui comprennent, etc. Et en fait, au bout de quelques générations, ces animaux-là, on les fait se reproduire plutôt que ceux qui sont les plus sauvages, les plus féroces, etc. Et en fait, on arrive très vite à isoler des caractères du chien domestique et à faire disparaître les caractères du loup sauvage. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est à l'échelle de 4-5 générations, on arrive, on est parti du loup, et 4 ou 5 générations plus tard, on a une sorte de berger, quoi, hein, de chien qui n'a plus les caractères du loup sauvage. Donc en fait, ça va assez vite, et c'est comme ça que les espèces que nous croyons naturelles ne sont en fait absolument pas naturelles. Elles sont produites par le travail humain. Voilà. Alors, voilà, oui, j'aurais pu prendre l'exemple de la forêt aussi. Bon, après tout, voilà, une forêt, c'est pas une création naturelle, c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça des mains de la nature, à part la forêt primaire. Hein. Et encore, parce que la forêt primaire, elle a aussi été modifiée par des générations d'hommes qui ont vécu, hein, qui l'ont transformée, et dont on a un peu perdu la trace, peut-être. Bon, en tout cas. Une forêt telle que vous verrez en vous promenant par ici, c'est le produit du travail humain, quoi. Une forêt qu'on laisse à elle-même, à l'abandon, en fait, ne peut pas faire de grands arbres. Parce que assez rapidement, en fait, si les sous-bois sont abandonnés, en fait, ils sont envahis par toutes sortes d'arbustes, d'épineux, etc. Et en fait, la forêt devient à ce moment-là à la fois s'entrave elle-même et en même temps, elle devient vulnérable parce que en fait, c'est par les arbustes et les sous-bois que les feux se propage. En fait, une forêt avec uniquement des grands arbres brûlera difficilement, tandis que les arbustes, par contre, pourront, alors à la première sécheresse, prendre feu dans, voilà,
pour diverses raisons, divers accidents. Donc en fait, une forêt qu'on laisse totalement à l'abandon ne sera pas une forêt avec voilà de grands arbres magnifiques. Ça c'est le travail humain. Je veux dire, pour qu'un arbre développe toute sa ramure, il faut l'entretenir, il faut couper les branches qui ont été cassées par la tempête, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de lierre, il faut veiller à ce que l'arbre ne soit pas attaqué par des parasites, etc. Donc en fait, c'est tout un travail, le travail des forestiers que voilà qu'on ne connaît pas forcément quand on se promène juste le dimanche dans la forêt, mais qui est réel. En fait, sans le travail de ces gens-là, il n'y a pas de forêt. Voilà, en fait, ce qu'on appelle la nature, c'est quand même un peu aussi un fantasme de citadin, enfin, ou disons d'homme moderne qui croit que voilà, les pommes poussent sur les arbres, poussent sur les branches des pommiers. Non, c'est pas vrai, en fait. Les branches des pommiers donnent des trucs chycrotiques qu'on peut pas manger comme ça. C'est l'élevage humain qui fabrique la nature. Hein. Voilà. Alors, dans le petit 2, bon, je voulais du coup revenir à cette question. La nature est-elle à respecter en elle-même? Non, je crois que la nature, c'est pas quelque chose qui doit rester intact. C'est pas un crime, c'est pas un scandale de transformer la nature. Hein. Et en fait, vous voyez, la notion de respect ici me semble un peu confuse. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le respect, c'est pas respecter la nature, ça n'a pas de sens. Je veux dire, de conserver la nature intacte, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Et puis, ce qu'on appelle le respect, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle le respect, c'est ce que nous devons aux autres hommes. En raison de leur humanité, parce que les autres hommes sont capables de comprendre en fait qu'ils ont des devoirs, ils sont capables de comprendre ce que c'est que le respect. Mais finalement, un animal, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, ce qui justifie le respect de la nature, c'est pas la nature en elle-même, c'est pas l'animal en lui-même, c'est la dignité humaine. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes ont besoin de la nature pour survivre, les hommes ont besoin de la nature pour exister. Si on compromet la nature, si on détruit la nature, on détruit le moyen humain de survivre, le moyen voilà, d'exister dignement. Et donc, en fait, le respect de la nature est lié à ça. Le respect de la nature est commandé par le respect des hommes, avant tout. Hein. Donc, si par exemple il est injustifiable de détruire des écosystèmes, c'est pas parce que en soi la nature est une déesse qu'il faudrait respecter, révérer absolument. Non, c'est faux. Si on doit respecter la nature, c'est parce que quand on détruit la nature, on n'empêche les hommes de vivre dignement dans la nature. Donc, par exemple, je sais pas moi, quand on transforme un pays en décharge géante, hein, comme c'est à peu près le cas, je crois, du Bangladesh, par exemple, hein, ce pays poubelle, le pays où en fait on envoie nos déchets à recycler entre guillemets, et en fait on les entasse dans des endroits qui sont très très loin de chez nous. Hein. Et puis ensuite, voilà, on pollue les cours d'eau, tout est on bousille, enfin tout ce qu'il y a sur place, et en fait ça empêche les gens de vivre dignement. Donc en fait le problème c'est pas de respecter la nature, c'est de supprimer les conditions d'une vie décente. Si par exemple la pollution des océans est une catastrophe, c'est pas parce que on empêche les petits poissons de vivre leur petite vie de poisson. C'est pas ça. C'est parce que en empoisonnant les poissons, alors il paraît qu'on trouve des doses de mercure complètement incroyables dans le poisson sauvage maintenant, le poisson océanique. Eh bien, en fait, on rend l'alimentation humaine dangereuse et à terme, voilà, il y aura des gens qui seront atteints de saturnisme, par exemple, à cause du plomb qu'on aura lâché dans la nature, dans l'eau, dans le voilà, c'est ça le problème en fait. Hein. Oui, tiens, je vous donne un exemple très simple sur la question du respect de la nature. J'aurais pu commencer par là même. L'exemple de la peste et des rats. Vous savez que la peste, on a longtemps cru que la peste était... on a longtemps ignoré, en fait, le mode de propagation de la peste. C'est bon de s'en souvenir dans ces temps de coronavirus. Pendant longtemps, on a cru que la peste, en fait, se propageait par le contact direct, le contact humain. Donc, voilà, quand les villes étaient atteintes de la peste, les gens étaient évidemment
une frayeur paranoïaque terrible, hein, et donc on pensait que le contact humain propageait la peste. Bon, en fait, non, c'est pas le contact humain, on peut parfaitement serrer la main d'un pestiféré, même lui faire la bise, et on ne craint rien. Si vous en connaissez, il ne faut pas hésiter, mais par contre, ne partagez pas vos puces avec lui, parce que la peste, en fait, est véhiculée par, alors je sais plus si c'est une puce ou une tique, qui habite sur le rat et qui peut, en fait, mordre les humains. Et c'est donc cette puce ou cette tique, non, je crois que c'est une puce, qui véhicule le bacille qui est responsable de la peste. Bon, alors, demain, si il y a la peste à Figeac, est-ce que on doit transiger, on doit hésiter entre sauver la population de rats ou sauver la population humaine? Hein, bon, la réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas le droit moralement d'hésiter une seconde entre exterminer tous les rats et laisser les humains mourir de la peste. Donc, ça me semble un argument, voilà, qui assez clair, quoi, sur le fait que finalement nous devons le respect aux êtres humains. Et si une espèce animale est un moyen indispensable à notre survie et dont même dont la destruction soit indispensable à notre survie, moralement, on ne peut pas hésiter. Le respect de la nature ici ne signifie plus rien. C'est ça également c'est ça également. Non, 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 non. Tout à l'heure, tout à l'heure. Voilà, on se pose des questions juste sur l'expérimentation animale. Bon, est-ce qu'on a le droit moralement de tester nos médicaments sur des animaux? Bon, oui, enfin, il me semble que les tester directement sur des êtres humains, c'est juste. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il existe un autre moyen de tester des médicaments. Peut-être que c'est mon ignorance qui parle. Mais je veux dire, si le choix c'est entre expérimenter des médicaments sur des animaux et sur des êtres humains, je crois que moralement, la question, en fait, ne se pose même pas. C'est-à-dire que la question du respect de la nature, ici, vous voyez, c'est quand même un peu aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension un petit peu comment dire, il y a un peu une imposture, quoi, à dire qu'on a un devoir en soi de respect de la nature. Voilà. Pour terminer, je me contenterai juste de vous citer l'exemple de Kant qui disait des choses très intéressantes sur les abattoirs. Il disait qu'il faut réglementer la souffrance animale, en fait, la façon de mettre à mort les animaux, non pas parce qu'on a un devoir absolu envers les animaux, c'est pas un antispéciste, c'est pas quelqu'un qui estime que voilà, on doit le même respect aux hommes et aux animaux, c'est pas parce qu'il était vegan ou c'est non, mais simplement parce que le spectacle de la cruauté sur les bêtes fait dégénérer les hommes, démoralise les hommes, transforme les hommes pas en bêtes sauvages, mais comment dire, faire souffrir les animaux en soi, c'est quelque chose qui est mauvais pour les hommes, hein, pour ceux qui le font. Voilà. Et donc, il expliquait qu'il faut réglementer l'usage des abattoirs par respect pour les hommes, par respect pour les gens qui y travaillent. Hein, voilà. Il me semble que c'est un point de vue qui est assez clair là-dessus. Donc voilà, pour la conclusion du cours, hein, je me contenterai de répéter une bonne fois qu'en soi, agir sur la nature, c'est très bien. L'action humaine sur la nature peut être tout à fait positive, il n'y a pas que la destruction de la nature, hein, et que même si un jour on doit sérieusement envisager de se mettre à réparer les dommages qu'on a fait sur la nature, il faudra bien admettre que voilà, l'intervention humaine sur la nature peut aussi également être positive et pas seulement destructive. Voilà. Bon, je vous remercie. Je vais vous envoyer un mail prochainement pour vous dire comment on fait pour faire un rendez-vous pour parler de ce cours. D'ici là, travaillez bien, portez-vous bien.